On connaît les Vikings comme des guerriers et des pillards redoutables. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est ce qui se passait après la bataille. Lorsque les haches se taisaient et que les murs de boucliers tombaient, le véritable cauchemar commençait. Pas pour les guerriers morts, leur souffrance était terminée, mais pour leurs épouses, leurs filles, pour chaque femme encore en vie dans une localité conquise. Ce que les Vikings leur infligeaient rendait la mort presque clémente. On croit connaître la brutalité viking, mais les sagas n'en disent que très peu. Les archives et fouilles archéologiques, notamment celles des marchés d'esclaves de Dublin et les récits d'Ibn Fodland, révèlent l'ampleur des horreurs. Les monastères étaient souvent attaqués. À Clomicnoise, 43 moines périrent en défendant l'autel, tandis que les femmes capturées étaient enchaînées et réduites en esclavage. Des fouilles ont retrouvé des chaînes adaptées aux poignets féminins, des anneaux pour enfants et des fondations d'entrepôts destinés au stockage de captifs. Les raids vikings ne visaient pas seulement l'or et l'argent, mais aussi la chair humaine. Les femmes capturées étaient considérées comme des biens précieux. Les prix variaient. 20 pièces d'argent pour une jeune femme, 15 pour une mère, 10 si elle avait été blessée lors de la capture. Ces tarifs sont gravés sur des inscriptions runiques à Schleswig. La vente n'était pas le pire sort. Les femmes subissaient souvent des violences méthodiques. Les analyses des sites archéologiques de Port-Maric et d'autres localités montrent des fractures crâniennes, des côtes brisées et des blessures défensives. Ces femmes ne mouraient pas au combat, mais après leur reddition, après capture. La loi viking de l'époque autorisait le mariage forcé par conquête. La femme d'un guerrier vaincu devenait la propriété de son meurtrier, avec enfants légitimes nés de ces unions forcées. Les codes légaux islandais de la période expliquent que la déclaration de propriété devait être faite devant témoins, sans aucune voix ni choix de la femme. Les rituels funéraires vikings incluaient également le sacrifice des femmes. Les fouilles de tombes de guerriers montrent des squelettes féminins avec des signes de strangulation et de toxicologie indiquant un empoisonnement préalable pour assurer la conformité. La mort était méthodique, parfois accompagnée d'hallucinations dues à des plantes comme la jusquiame. Les chroniques anglaises et les fouilles de camps d'hiver vikings montrent des fosses où des enfants nés d'unions forcées étaient tués pour des raisons économiques et légales. Les filles et femmes disparues n'étaient souvent pas locales. Elles venaient d'Irlande, d'Écosse ou du pays de Galles, capturées et transportées comme cargaison humaine. Dublin, loin d'être un simple comptoir commercial, servait de centre de traitement pour le trafic humain. Les marchandises humaines étaient triées, stockées dans des entrepôts pouvant contenir jusqu'à 200 personnes, avec des canaux de drainage pour les déchets humains. Les caravanes d'esclaves vikings atteignaient Bagdad, où les femmes claires de type germanique ou celtique étaient vendues à prix d'or. Les archives arabes et byzantines confirment la sophistication de ce commerce. Les routes commerciales établies assuraient des livraisons régulières et prévues, transformant la traite en véritable industrie. Mais le sort le plus terrible était réservé aux femmes qui résistaient. Lorsque les forces irlandaises reprirent Dublin, les fouilles montrèrent des fosses conçues pour prolonger la mort, avec des blessures spécifiques empêchant la fuite ou la défense. Les victimes mouraient lentement, parfois sur des semaines, conformément au code viking. La paix et la fin des guerres civiles n'arrêtèrent pas ce commerce. Il se professionnalisa, avec des routes établies et des prix fixés pour les captives, jeunes ou moins jeunes. Même après les grands raids vikings, des vestiges archéologiques révèlent des structures portables destinées au transport humain, preuve d'un système organisé et méthodique de traite d'esclaves. Les marchés d'esclaves accompagnaient l'armée. La guerre ne se limitait pas au territoire, elle consistait aussi à récolter des êtres humains. Les enclos étaient modulaires, assemblés en complexe pour une détention à long terme et démontés pour un déplacement rapide. L'ingénierie était à la fois élégante, efficace et terrifiante. Chaque enclos accueillait 12 adultes ou 20 enfants, avec des anneaux de fer incrustés dans des cadres en bois servant de point d'ancrage pour les chaînes, dont l'usure révélait un usage constant. Il ne s'agissait pas de brutalité occasionnelle, c'était une industrie systématique. Les femmes des guerriers vaincus n'étaient pas des victimes collatérales, elles étaient l'objectif, des ressources vivantes à collecter, traiter et répartir. L'économie viking reposait sur le travail forcé, en particulier féminin. Les fouilles archéologiques des colonies vikings montrent des modèles cohérents. Chaque ville majeure possédait des installations de détention, chaque port avait des centres de traitement. L'infrastructure était omniprésente, mais discrète. En 954, la mort d'Éric Bloudax à Steinmore marque la chute du dernier royaume viking en Angleterre, mais les réseaux d'esclavage persistent et sont hérités par les royaumes chrétiens, qui ne les démantèlent pas mais les rebaptisent. Les registres monastiques médiévaux témoignent de l'apparition massive de serviteurs sous contrat après les défaites vikings.
Ces « contrats » étaient en réalité des esclaves rebrandés, des femmes capturées par les Vikings servant désormais des maîtres chrétiens. En 966, la mort de Harald Hardrada à Stamford Bridge met fin à l'ère viking en Angleterre, mais les fouilles révèlent une vérité plus sombre. Des fosses communes de femmes, exécutées systématiquement lors de la chute des pouvoirs vikings. Les analyses isotopiques montrent que certaines n'étaient pas des captives étrangères, mais des femmes norvégiennes, tuées par leurs proches pour éviter leur capture. Les méthodes, traumatisme, strangulation, empoisonnement reproduisaient celles appliquées aux captives. Les Vikings tuaient leurs propres femmes pour les protéger de ce qu'ils infligeaient aux autres. Une inscription runique trouvée sur un crâne indique « mieux ainsi », gravée après la mort d'une jeune fille de 12 à 14 ans, née en Norvège et emmenée en Angleterre. La violence sexuelle viking était codifiée dans les lois, avec des procédures précises pour la réclamation des femmes, où leur consentement n'avait aucune valeur. En 978, le roi Ethelred régule le commerce des esclaves vikings non pour l'arrêter mais pour le taxer, démontrant la complicité des autorités. L'archéologie maritime révèle des navires conçus spécialement pour transporter des humains, et certains d'entre eux brûlèrent en mer, causant la mort de dizaines de femmes. Malgré cette horreur, certaines résistances existent. Gunhild, une femme libérée, mène des raids contre les Vikings pendant 7 ans, libérant plus de 300 captives et exécutant systématiquement les marchands vikings. Cette pratique de capture et de contrôle des femmes s'étend au-delà de la Scandinavie, jusqu'à la Normandie et l'Angleterre conquise, où les femmes étaient traitées comme des biens, intégrées aux contrats matrimoniaux forcés, et leur consentement ignoré. L'analyse génétique moderne confirme l'ampleur de ces violences, avec des populations islandaises et norvégiennes portant la trace de lignées féminines celtiques et britanniques, témoignant de milliers de femmes capturées, de grossesses forcées et d'enfants privés de leur véritable mère. Des fouilles récentes à Jorvik ont révélé des bâtiments contenant des cellules équipées de chaînes, destinées à des femmes contraintes à la reproduction, avec des registres d'églises confirmant 732 naissances dont seules 12 survécurent, et la vente des enfants finançant des constructions religieuses. Les fouilles de Repton révèlent une élimination systématique sur plusieurs décennies. Femmes et enfants exécutés ensemble, empoisonnés pour éliminer les témoins. Les inscriptions runiques sur des crânes confirment l'intention et la justification derrière ces massacres. Même les survivantes n'avaient aucune voix. La violence sexuelle et la répression des femmes vikings étaient planifiées, systématiques et profondément intégrées dans leur société, et celle qui succéda aux Vikings en Angleterre, laissant derrière elle un héritage de souffrance et de profits financiers indéniables. Les conséquences de cette brutalité systématique se sont fait sentir bien au-delà des terres scandinaves et des côtes britanniques. Dans les campagnes irlandaises et galloises, les survivantes des raids racontaient des histoires de pertes irréparables, de familles détruites et de communautés traumatisées, des récits transmis oralement de génération en génération, souvent enveloppés dans le voile du silence par peur de représailles. Les chroniques monastiques, longtemps considérées comme des récits exagérés, prennent aujourd'hui une dimension tragiquement concrète grâce aux découvertes archéologiques qui confirment que la traite et la violence étaient orchestrées et planifiées. Les structures portuaires de Dublin, de York et de Tedeby, rénovées pour accueillir des cargaisons humaines, montrent que l'économie viking reposait non seulement sur la guerre mais sur une exploitation méthodique du corps des femmes, avec des normes codifiées, des prix calculés, des registres tenus et des chaînes adaptées à chaque âge et morphologie. Mais ces femmes n'étaient pas seulement des victimes passives. Certaines, comme Gunhild, étaient devenues des légendes de résistance, utilisant la connaissance des routes et des vulnérabilités des Vikings pour libérer captives et enfants, planifier des raids de vengeance et marquer des territoires de peur chez les marchands et guerriers scandinaves. Les fouilles modernes révèlent également que les enfants nés de ces violences constituaient une population traumatisée et souvent marginalisée, intégrée de force dans des communautés qui les considéraient comme le fruit de la honte ou de la conquête, leur identité niée et leur statut social précaire, certains étant utilisés pour des travaux forcés, d'autres vendus ou sacrifiés. Dans les monastères et villes conquises, les survivantes ont dû naviguer dans un monde où la loi et l'ordre étaient façonnés par la violence, où le mariage pouvait être une sentence, où la propriété de leur corps se transmettait comme un héritage et où les rites religieux servaient parfois à légitimer la mort ou la servitude. Les traces génétiques laissées dans les populations islandaises et britanniques révèlent encore aujourd'hui l'ampleur de ce traumatisme. Des lignées féminines venues de contrées lointaines, mêlées à celles des occupants, témoignent de milliers de grossesses forcées, d'enfants arrachés à leur mère et élevés dans l'indifférence ou la cruauté. Les vestiges de navires et d'installations portuaires confirment que le transport d'humains était un élément central de la logistique viking, avec des cargaisons parfois détruites en mer, provoquant la mort lente de dizaines de femmes pour préserver le secret ou la marchandise. Cette exploitation s'est inscrite dans une continuité institutionnelle. Même après la fin des raids vikings, les structures de traite et d'exploitation ont été absorbées, réutilisées ou réinterprétées par les royaumes chrétiens, qui maintenaient les femmes comme servantes ou esclaves sous couvert de contrats légaux,
perpétuant une chaîne de violence et d'appropriation. La mémoire collective des régions touchées porte encore ses traces. Toponymes, légendes, récits familiaux et pratiques religieuses qui codifiaient l'héroïsme, la tragédie et la survie. Les fouilles à Jorvik, Repton ou Edeby révèlent que la violence n'était pas aléatoire. Les fosses, les chaînes, les structures de détention, les registres de naissance et de décès montrent un système industriel de répression et de contrôle, où les femmes étaient des instruments de richesse, d'alliance politique et d'autorité sociale. La brutalité sexuelle viking était intégrée dans le droit, la guerre et l'économie, mais elle a aussi généré des résistances, des stratégies de survie et des récits héroïques, dont certains ont traversé les siècles, influençant la manière dont les communautés ont négocié la mémoire de la conquête, la transmission de l'histoire et la préservation des traces matérielles et génétiques. Les chroniques anglaises et les registres arabes ou byzantins confirment la portée internationale de ce commerce, tandis que l'analyse isotopique moderne et l'ADN ancien permettent de reconstruire les parcours individuels de femmes et d'enfants, révélant que chaque capturé avait une identité, une histoire, un lieu d'origine, souvent déchiré par la violence et l'exploitation. Dans les villages comme dans les villes, les femmes survivantes devenaient parfois chefs de famille, témoins de la brutalité. Conservatrices de savoir et de stratégies de survie, transmettant clandestinement l'histoire de leurs souffrances, de leurs pertes et de leurs actes de résistance. Cette mémoire a façonné des générations, influençant le droit coutumier, la perception du mariage, de la propriété et de l'identité féminine dans les sociétés post-vikings. Les sagas nordiques, tout en glorifiant les exploits guerriers, laissent entrevoir par fragments la peur, la souffrance et la détermination de ces femmes, que la brutalité viking avait tenté d'effacer mais dont l'héritage persiste dans la matière archéologique, génétique et narrative, rappelant que l'histoire des Vikings ne se résume pas à l'or et au sang versé sur les champs de bataille, mais que le véritable héritage fut aussi celui de la violence organisée, codifiée et inextricablement liée. À la vie et à la survie des femmes qu'ils ont asservies, violées et tuées, un récit sombre mais nécessaire pour comprendre la société viking dans toute sa complexité, sa cruauté et ses ramifications durables, jusqu'aux structures sociales et économiques des royaumes qui ont succédé aux conquêtes, témoignant que la mémoire de ces femmes, bien que presque effacée, continue de résonner dans le présent et dans les études modernes sur la guerre, le genre et l'esclavage. Les conséquences des violences vikings s'étendaient sur des décennies et même des siècles, tissant un réseau complexe de traumatisme et de résilience à travers l'Europe médiévale. Les femmes capturées et celles qui survivaient aux raids devinrent des témoins silencieux mais déterminants de l'histoire. Certaines s'intégrèrent aux communautés locales, portant en elles des savoirs et des cultures étrangères, transmettant clandestinement des langues, des chants, des techniques artisanales ou agricoles, comme autant de fragments de leur identité d'origine, tout en s'adaptant aux nouvelles réalités imposées par la conquête et l'esclavage. Les enfants nés de ces unions forcées représentaient à la fois un outil de domination et un pont culturel, mais leur existence souvent précaire, élevée dans l'indifférence ou la maltraitance, perpétuait un cycle de marginalisation et de survie. Les structures archéologiques, comme les enclos modulaires et les cellules de détention découvertes à Jorvik ou Edeby, montrent que la planification de la captivité était systématique. Les Vikings avaient conçu chaque espace pour optimiser la collecte, le transport et la répartition de captifs, intégrant le contrôle physique à des logiques économiques et politiques, créant un système où l'humanité des femmes était réduite à une marchandise. Pourtant, des poches de résistance subsistaient. Gunhild et d'autres femmes, souvent oubliées des chroniques officielles, mirent en place des réseaux clandestins pour libérer captives et enfants, connaissant les routes maritimes et fluviales, les faiblesses des garnisons et des marchands, exploitant la guerre et les périodes de chaos pour frapper là où les Vikings ne s'y attendaient pas. Ces actions, ponctuelles mais répétées sur des années, démontrent que les victimes n'étaient pas passives et que des stratégies de rébellion et de sabotage existaient, même dans un contexte où la loi, la guerre et la société étaient alignées contre elles. Les traces matérielles de ces résistances sont parfois détectables. Documents fiscaux et juridiques montrant des femmes libérées, inscriptions runiques effacées ou modifiées, et artefacts échappés aux fouilles qui témoignent de fuite et de dissimulation. Les royaumes chrétiens qui succédèrent au pouvoir viking, loin de briser ces réseaux d'esclavage, les absorbèrent et les adaptèrent. Les serviteurs sous contrat, qui auraient été des captifs vikings, furent intégrés aux économies locales et à la hiérarchie sociale sous un vernis légal. Ainsi, la mémoire des violences vikings se perpétua à travers des siècles, modifiée mais toujours présente. Les lois de mariage, les contrats de servitude et les hiérarchies sociales codifiaient l'inégalité, rappelant l'héritage du contrôle systématique sur le corps féminin. L'analyse génétique moderne montre encore l'empreinte de ces pratiques. Les lignées féminines celtiques et britanniques dans les populations islandaises et norvégiennes révèlent l'étendue des captures et des unions forcées, des milliers de vies arrachées à leur terre natale pour servir des objectifs économiques et politiques. Les sagas, souvent censurées ou édulcorées, contiennent des indices fragmentaires de ces violences et des actes de courage et de résistance qui, jusqu'ici, étaient négligés.
Les fouilles récentes de Repton et Jorvik démontrent que la mort et la captivité n'étaient pas seulement le produit du chaos de la guerre, mais le résultat d'une planification rigoureuse et continue. Les fosses communes, les chaînes adaptées aux enfants et aux adultes, et les registres de naissance et de décès indiquent que les Vikings avaient institutionnalisé la violence et la reproduction forcée, utilisant les corps des femmes comme un capital économique et politique. Même la mort était ritualisée. Empoisonnement, strangulation et traumatisme étaient appliqués avec une régularité qui dépasse la simple brutalité pour atteindre un degré de systématisation inquiétant. Les survivantes, contraintes à l'adaptation et à la dissimulation, participaient à la reconstruction de leur communauté, transmettant les leçons de survie et de résistance, et façonnant une mémoire collective qui allait influencer la manière dont les sociétés post-vikings comprenaient le mariage, la propriété et la loi. L'impact culturel et social de ces violences se ressent encore aujourd'hui. Les pratiques de mariage forcé et de servitude trouvent des échos dans les coutumes locales médiévales, les récits oraux et les traditions légales, tandis que les études archéologiques et génétiques permettent de reconstituer les parcours individuels et collectifs de ces femmes et de leurs enfants. Les traces de leur lutte, de leurs alliances et de leur résilience continuent de résonner dans les archives, les monuments et les sites archéologiques. Les navires conçus pour le transport humain, les structures portuaires et les enclos modulaires rappellent à quel point l'économie viking et la guerre étaient intimement liées à l'exploitation du corps féminin et comment cette logique a été héritée et adaptée par les sociétés suivantes. La mémoire de ces violences, longtemps occultée par les récits glorifiant les guerriers et les conquêtes, se révèle désormais à travers une analyse attentive, offrant une vision complète de la complexité sociale et morale de l'époque. La brutalité, l'organisation systématique, la résistance, la résilience et les conséquences durables sur les lignées, les populations et les structures économiques et légales. La résilience des femmes survivantes prit des formes multiples, souvent invisibles dans les sources officielles, mais perceptibles à travers les traces archéologiques et les récits locaux. Certaines utilisaient les périodes de chaos politique pour fuir ou organiser des évasions, emportant avec elles enfants et biens essentiels, franchissant rivières et forêts avec la peur constante d'être rattrapées. D'autres se fondaient dans les communautés locales, transmettant des savoirs agricoles, médicinaux ou artisanaux hérités de leur terre natale, contribuant ainsi à l'évolution culturelle des régions conquises. L'assimilation forcée des captives et de leurs enfants créa cependant des tensions durables. Les lignées mélangées étaient souvent marginalisées, leurs identités effacées ou réécrites pour servir des objectifs économiques et politiques. La génétique moderne révèle que ces lignées ont persisté dans les populations islandaises et britanniques, portant la mémoire invisible de la captivité, de la violence et de la reproduction forcée. Les fouilles à Jorvik et Edeby montrent que l'organisation de la captivité était extrêmement méthodique. Les enclos, les cellules et les navires étaient conçus pour maximiser le contrôle et limiter la rébellion. Chaque structure portait des traces d'usure et d'adaptation, révélant l'expérience accumulée des Vikings dans la gestion d'humains comme s'ils étaient des marchandises. Les registres de naissance et de décès associés à ces sites confirment que la reproduction forcée servait directement l'économie et les alliances politiques. Les enfants nés de ces unions étaient souvent utilisés comme main-d'œuvre, vendus ou sacrifiés pour éviter la divulgation des crimes. Même les pratiques religieuses pouvaient légitimer la violence. Les sacrifices féminins ou les exécutions rituelles assuraient le respect de codes sociaux, économiques et militaires, transformant la mort en instrument de contrôle et de domination. La fin des grands raids vikings ne mit pas un terme à ces pratiques. Au contraire, elles se professionnalisèrent et s'étendirent à d'autres régions, notamment la Normandie et l'Angleterre, où les structures de détention, les routes commerciales et les systèmes de prix pour captifs furent conservés, adaptés et réglementés par des autorités locales et royales. Les rois chrétiens, loin de démanteler ces réseaux, les taxaient et les intégraient dans l'économie, transformant les captives en servantes contractuelles ou esclaves légalisées, perpétuant ainsi le cycle de violence et d'exploitation. Les inscriptions runiques sur les crânes et les objets découverts dans les fosses de Repton ou Jorvik montrent que les intentions étaient conscientes et planifiées, et que chaque victime était identifiée, cataloguée et traitée selon un système rigoureux qui combinait économie, guerre et contrôle social. La résistance ne se limitait pas à des actions individuelles. Certaines communautés organisèrent des formes de protection collective. Les monastères et villages fortifiés abritaient des réseaux d'alerte et de fuite, souvent guidés par des survivantes expérimentées dans les méthodes de captation et de transport viking. Ces femmes devenaient des guides, des médiatrices et parfois des justicières, utilisant leur connaissance des codes vikings pour sauver d'autres captives et briser des cycles de violence. Les récits, transmis oralement, se mêlaient aux légendes et aux chansons, créant un héritage culturel de mémoire et de résistance qui perdura malgré la tentative d'effacement de la violence systématique. L'étude moderne de ces sites, combinant archéologie, paléoanthropologie et analyse génétique, permet de reconstruire l'ampleur réelle du traumatisme,
Milliers de femmes capturées, transportées, détenues, mariées de force, violées, parfois sacrifiées, et dont les enfants n'avaient souvent aucun droit ni identité reconnue. Les routes maritimes et fluviales, les installations portuaires et les navires spécialement aménagés pour le transport humain révèlent la sophistication logistique de cette industrie macabre. Même les cataclysmes maritimes, les naufrages et les maladies ne suffisaient pas à interrompre le flux de captives. Chaque perte humaine était anticipée et remplacée par une nouvelle acquisition, démontrant la planification systématique et méthodique de l'exploitation. Ainsi, la mémoire des violences vikings ne se limite pas aux champs de bataille ou aux conquêtes militaires, elle est profondément ancrée dans la vie quotidienne, les structures sociales et économiques, et les relations de genre. Les sagas, souvent centrées sur l'héroïsme masculin, laissent entrevoir par fragments la souffrance des femmes et la complexité de leur stratégie de survie, tandis que l'archéologie et la génétique apportent des preuves tangibles de l'ampleur de ces crimes. Chaque fossé, chaque cellule, chaque inscription runique est un témoin silencieux de cette histoire. La violence sexuelle et économique n'était pas un effet secondaire, mais une composante centrale de la société viking, planifiée, codifiée et transmise à travers les générations, avec des répercussions qui se prolongèrent bien au-delà de la fin officielle de l'ère viking.